Le Pont-Neuf, le square du Vert-Galant, les quais de la Mégisserie, rive droite et Conti, rive gauche, sont noirs de monde. Plus un espace n'est libre et l'on voit encore des gens affluer depuis le quai de l'Horloge, le quai des Orfèvres et la place Dauphine. Sur la Seine, à une certaine distance des arches, des bateaux à voile, des barques sont bord à bord, chargés à verser pour certains. Ceux qui sont arrivés les premiers sont assis sur les parapets, jambes pendantes, et forment un curieux feston monotone de pantalons gris ou noirs sur la pierre blanche. Certains se sont perchés sur le socle de la statue équestre du roi Henri, et deux inévitables facétieux sont l'un assis en croupe, l'autre à califourchon sur le garrot. Mais aux fenêtres, proches, on n'est pas en reste. Toutes sont occupées, d'hommes et de femmes, du grand monde, bien enveloppés de manteaux et de fourrures. Certains arborent même une coiffure faisant fureur, des chapkas russes, d'hermine ou de vison. Car il fait froid. Des pluies continues de saison ont fait gonfler le cours du fleuve aux limites du débordement. Dès le matin, une pluie de neige fondue est tombée sur Paris et le vent d'ouest, un grand vent océanique, n'a pas cessé depuis. Frédéric et ses amis, tout le groupe des étudiants en droit venus soutenir Beauchesne, sont inquiets. Pharamond ne risque-t-il pas de glisser? L'étroite passerelle en bois sur laquelle il doit traverser la Seine et qui est soutenue d'un côté par la rambarde ouest du pont, de l'autre sur le trottoir par de solides poteaux, est mouillée, sinon givrée par endroits. Aussi s'est-on affairé. Étudiants, ouvriers, artisans du faubourg Saint-Antoine, rapins, tous unis derrière leur champion, ont apporté du sable, des bords de Seine, et des menuisiers plus avisés ont répandu de la sueur. Mais on regarde le ciel, les lourds nuages qui passent. La pluie ne va-t-elle pas reprendre et transformer en gadoue bien plus dangereuse que l'eau et le givre la surface de la passerelle? Léon, Charles et Frédéric et toute la bande des étudiants de leurs amis battent la semelle au pied de l'une des maisons Louis XIII donnant sur le milieu du pont. Léon brusquement se fige, levant le nez, il vient d'apercevoir une dame à sa fenêtre. C'est sous Louis XIII, se récite-t-il, se souvenant vaguement d'un poème lu récemment. Et je crois voir un château de briques à coins de pierre, puis une dame à sa haute fenêtre. Léon bâille au château et aux amours, pendant que la dame assure sa chapka sur le front. Puis il la voit se retourner en riant vers son voisin qui lui présente une timbale dont elle avale le contenu d'un seul trait. Léon se détourne, comme déçu. L'autre là-bas, où est-elle? De quoi sont faits ses rêves? Si délicate, si fine, captive, toujours triste, importune à elle-même, la douce captive. Il faut que je passe mes examens. Je deviens notaire, je m'enrichis, je l'enlève. Nous irons en Italie. Au galop de 4 chevaux, nous serons emportés vers un pays nouveau, d'où nous ne reviendrons plus. Nous nous promènerons en gondole dans des cités de marbre blanc. Nous entendrons le murmure des guitares et le bruit des fontaines à l'ombre des dômes. Hé, Léon, tu rêves? Le voilà, c'est Beauchesne. Frédéric secoue Léon qui tombe du dôme. La foule s'est mise à bruire et gronder sourdement comme la houle dans les rochers. Tous regardent vers le quai de la Mégisserie. On voit de loin des silhouettes de cavaliers et des têtes de chevaux. Parmi eux, on ne distingue pas encore Beauchesne. Puis le groupe s'arrête. Un cavalier se détache, très lentement, semblant d'abord flotter sur la foule, puis il en sort comme s'il émergeait. On voit peu à peu se dessiner le corps du cheval, la tête, l'encolure, le dos et la croupe, puis le ventre, les jambes. Beauchesne et Pharamond s'immobilisent sur l'estrade de départ, et un court instant ressemble à une statue vivante faisant, pendant, sur le quai de la Mégisserie, à celle du roi Henri au-dessus du square du Vert-Galant. Le vert sombre de la tenue du cavalier et ses bottes fauves en harmonie avec la robe d'or du cheval donnent l'impression de couleur héraldique, et la foule subjuguée applaudit. On crie « Vive Beauchesne, bravo, vive Pharamond !» Mais d'un seul coup, le silence se fait. Le cheval, sans qu'on sache comment, a amorcé sa première foulée de galop, le chanfrein vertical, la tête parfaitement placée, et soutenu sans raideur aucune. Le vent souffle. On n'entend plus que le clapotis de l'eau soulevée par les rafales plus fortes, et avec une incroyable lenteur, le bruit mat des sabots se posant sur le plancher de la passerelle. On voit des bourgeois avisés sortir prudemment leurs montres du gousset, les consulter, l'air grave. Les deux facétieux de la statue se sont mis debout en se tenant au roi Henri. Pharamond ne galope pas. Il semble sauter sur place et se recevoir à chaque fois comme un félin. Au-dessus des étudiants, à la fenêtre, personne ne parle. Pharamond est déjà parti depuis 5 minutes et il a à peine fait le tiers du parcours. Mais la foule crie, le cheval vient de glisser, le cavalier vacille du côté du vide, puis revient de l'autre côté, penche encore vers le fleuve. Ils vont tomber! Les eaux sombres, limoneuses et glaciales vont les engloutir et, au même moment,
Léon sent un petit choc sur une épaule, entend rouler quelque chose à ses pieds, jette un coup d'œil, identifie une timbale d'argent, perçoit le soupir profond de la foule, le bruit d'une vague se retirant d'une anfractuosité et, en levant très vite les yeux, voit Pharamond et Beauchesne, droit sur la passerelle. Le bruit lent, en 3 temps, des sabots a repris, à nouveau, comme avant. 2 bourgeois à montre, non loin de Léon, hochent la tête. « Mon cher Pécuchet, notre homme va réussir, » dit l'un. « Je l'ai toujours pensé, mon cher Bouvard, » lui répond l'autre. « Vous le dites maintenant, » reprend le premier, « mais permettez-moi de vous rappeler nos études récentes sur l'énergie cinétique, le rapport entre la vitesse, le poids et la densité de la masse. Vous en aviez conclu à l'échec scientifique de l'entreprise. » Bouvard soupire. « La science !» Mais ils se taisent. Beauchesne et Pharamond arrivent devant eux. Le vent souffle de plus en plus fort, emporte le chapeau du cavalier qui tombe dans le fleuve. On se tait. Pharamond semble compter ses foulées. Le mouvement de ses jambes, ses oreilles sont pointées en avant, immobiles, et Beauchesne, le regard au loin, tête nue dans les bourrasques, les mains fixes, à peine balancées dans la selle, semble, lui, écouter comme un pianiste le métronome lent des sabots. Il passe, toujours dans le même rythme et le même ralenti, devant la statue du ver galant, et, comme à cet endroit il ne risque pas de chuter dans le fleuve, on entend quelques cris fusés de la foule et du groupe serré des étudiants. On y scande le nom de Beauchesne, on y promet la scène à ses adversaires. Léon s'étonne. Il lui semble que le cavalier vient de lancer un regard très rapide sur sa gauche, en direction de la fenêtre, mais il s'est peut-être trompé, car il reste encore à franchir le bras du fleuve entre l'île de la Cité et le quai Conti, et le vent se renforce. Quelques gouttes de pluie glacée tombent, des nuages s'amoncellent vers l'ouest. Le cheval tiendra-t-il la même allure? Léon regarde sa montre, se baisse pour rabasser subrepticement la timbale, la fourre dans sa poche, enlève un gant pour la palper et sent le creux d'un guillochage complexe. Armoirie d'une dame, chiffre de mystérieuses initiales, Léon rêve et ne regarde même plus Beauchesne, qui a entamé la dernière partie du parcours. Du côté de la rive droite, les gens sont descendus des parapets, et la foule reflue maintenant vers la rive gauche en envahissant progressivement tout le tablier du pont. Les plus hardis sont même grimpés sur la passerelle, et certains, imitant la foulée d'un cheval au galop, s'avancent parmi les cris et les rires. Derrière la foule, on reconnaît des uniformes de gardes nationaux, des gendarmes à cheval avec leurs grandes bicornes noires. Les 2 facétieux de la statue se sont tournés de l'autre côté. Léon et ses amis ne voient plus rien, maintenant, dans la foule qui les entoure. Mais au moment où Bouvard consulte sa montre d'un air grave, un cri. L'un des 2 acrobates de la statue hurle. « Il y est! Il est arrivé !» La nouvelle se propage instantanément, fait rugir la foule d'une rive à l'autre. Des chapeaux volent, d'autres sont brandis comme des oriflammes qu'on balance, on se congratule, on rit. 1/4 d'heure et quelques secondes, dit Bouvard à Pécuchet. Que diriez-vous d'une étude comportementale des animaux domestiques en milieu urbain? Buffon, le grand Buffon n'en dit rien. Mais autour d'eux, on exulte. Léon entend se refermer violemment la fenêtre à la dame. Il lève le nez. La fenêtre vient de se rouvrir, il voit la belle à la chapka, et sur le rebord, le pan d'une écharpe blanche. Il croit percevoir les termes d'une algarade assez vive. « Il l'a fait! Il l'a fait !» crie Frédéric en tapant sur l'épaule de Charles, qui semble bougonner. « Voyons, Charles, le peuple, ton cher peuple, il lui faut aussi des chevaux !» En effet, de partout fusent des cris. « Le voilà, il revient !» Car Beauchesne, fendant lentement la foule au milieu d'autres cavaliers qui devaient l'attendre sur la rive gauche, revient maintenant vers la rive droite. Un sillage d'acclamations l'accompagne. Beauchesne sourit, remercie en saluant autour de lui. Pharamond ne bronche pas. Mais les mouvements de la foule obligent le groupe de cavaliers à frôler de près la maison Louis XIII. Et Léon, bouche bée, voit la dame à la chapka lancer au passage son écharpe blanche à Beauchesne. Celui-ci s'en saisit et d'un geste d'un gentilhomme en des temps très anciens, incliner la tête en souriant à la dame, puis passer l'écharpe autour du cou sous les vivas de la foule enchantée. « Qui est-ce » se dit Léon, en remettant la main à la poche et en palpant la timbale. Et il se promet de s'inscrire dès le lendemain dans un manège. Beauchesne et ses amis s'éloignent et, comme dans les romans, le rideau des nuages mouvants s'écarte. Le soleil vient nimber de gloire le héros tranquille sur son cheval d'or. Bientôt, on ne reconnaît plus le sillage dans la
dans la houle de la foule qu'à une écharpe blanche claquant dans le vent.